Ce télescope a été créé pour nous montrer les premières galaxies, mais il a commencé à nous surprendre dès les premières 24 heures de la mission. C'est là que c'est devenu clair, quelque chose d'incroyable nous attendait. Oui, nous parlons du télescope James Webb. Qu'a donc accompli cet appareil pour la science spatiale ? Le télescope James Webb est à juste titre considéré comme le successeur d'un autre télescope tout aussi célèbre, Hubble. Et récemment, James Webb a observé une structure mystérieuse, âgée de 13,8 milliards d'années. De plus, le Big Bang s'est également produit il y a environ 13,8 milliards d'années. Autrement dit, cette structure est plus ancienne que l'univers tel que nous le connaissons, et cela soulève de nombreuses questions chez les scientifiques. Cette structure pourrait-elle réellement être plus ancienne que l'univers ? Quel rôle le Big Bang a-t-il joué ici ? Découvrons-en plus sur la découverte de James Webb. Commençons par l'essentiel. Comment James Webb a-t-il pu découvrir une structure aussi ancienne ? Pour commencer, nous devons comprendre ce qu'est exactement cette structure. C'est une étoile, elle se trouve dans la constellation de la Balance. Elle est située à 190 années-lumière de notre planète. Son nom est Henry Draper 14283 ou l'étoile de Mathusalem en l'honneur du personnage biblique, le grand-père de Noé. Il est intéressant de noter que Mathusalem est la personne la plus âgée mentionnée dans la Bible. Il a vécu 969 ans. L'étoile est très proche de nous, on peut même l'observer depuis la Terre à l'aide d'un télescope. Et pourtant, Henry Draper 14283 est une structure cosmique ancienne et unique. De plus, cet astre est aussi très rapide. Sa vitesse atteint 1 300 000 km/h. Déjà en l'an 2000, les scientifiques ont utilisé les données de l'appareil Hipparcos de l'Agence spatiale européenne pour déterminer l'âge de Mathusalem. À l'époque, le résultat indiquait 16 milliards d'années. Ce chiffre a vraiment choqué les scientifiques. Cela a soulevé beaucoup de questions. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'âge de l'univers, c'est-à-dire le temps écoulé depuis le Big Bang, est de 13,8 milliards d'années. La composition de l'étoile Henry Draper 14283 est principalement constituée d'hydrogène et d'hélium, tandis que la quantité de fer est insignifiante. Qu'est-ce que cela peut signifier ? Il est logique de supposer que l'astre est né à une époque où le fer n'était pas un élément aussi répandu. Cependant, le fait que Mathusalem soit plus vieux que l'univers de plus de 2 milliards d'années semblait tout simplement irréel. Cela ne pouvait tout simplement pas être. Il a donc été décidé de réévaluer l'âge de l'astre, de vérifier si les méthodes utilisées étaient réellement correctes. Parallèlement, les scientifiques ont été confrontés à d'autres questions. Y avait-il vraiment des erreurs dans la méthode de détermination de l'âge ? L'univers pourrait-il être plus vieux que ce que nous pensions ? Et si l'étoile provenait d'un autre univers qui existait avant, il ne faut pas exclure toutes ces hypothèses. Commençons par clarifier la question du temps. Commençons par la théorie du Big Bang. Les explosions et le fait que l'étoile Mathusalem existe contredisent cette théorie. La lumière n'a tout simplement pas eu le temps de se créer. Si le Big Bang avait eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, nous ne pouvons pas le nier, car de telles affirmations sur la formation de l'univers sont fondamentales. Cependant, dernièrement, on entend de plus en plus souvent l'hypothèse que, en réalité, le Big Bang a eu lieu bien plus tôt, à savoir il y a 26,7 milliards d'années. Tout de même, des changements aussi notables dans les chiffres ne sont pas acceptés par la communauté scientifique. Cependant, elle ne nie pas que certaines erreurs de calcul ont pu avoir lieu. Le Big Bang aurait en réalité pu se produire il y a 15 milliards d'années, bien que là aussi, il reste des questions. Si l'univers est effectivement plus ancien, cela signifie que nos calculs sur la vitesse d'expansion de l'univers comportent également des erreurs. Et dans ce contexte, il est intéressant de se demander quel âge auraient les corps célestes si l'univers était plus vieux. Par exemple, si l'univers avait réellement 26 milliards d'années, alors nous trouverions dans l'espace des astres âgés de 20 milliards d'années. Nous basons notre raisonnement sur le fait que l'univers a un âge précis, un moment où il a commencé à exister. Mais que se passerait-il si nous supprimions cette limite ?
Et si nous imaginions que l'univers a toujours existé, qu'il n'a pas de commencement défini? Ces questions ont de nombreuses réponses différentes, des réponses aussi vastes que l'univers lui-même. Cependant, les scientifiques respectent tout de même certaines limites. Il doit bien y avoir un point à partir duquel nous comptons le début. Il existe d'autres objets très anciens dans l'univers, par exemple l'amas d'étoiles M92 dans la constellation d'Hercule. Nous connaissons déjà l'âge de nombreuses structures temps cosmiques, mais il semble qu'il n'y ait rien de plus vieux que Mathusalem. Nous savons déjà que l'âge supposé de l'univers varie de 14 à 26 milliards d'années. Lorsqu'on calcule de telles valeurs d'Artensis, on prend en compte non seulement que la vitesse d'expansion de l'espace cosmique, mais aussi l'âge des astres les plus anciens et des structures à grande échelle. Cependant, il faut rappeler que, bien que la détermination de l'âge des étoiles soit aujourd'hui assez précise, elle reste non définitive. Les raisons de l'erreur peuvent être diverses, et le cas de Mathusalem est ici assez révélateur. Selon certaines divergences dans les estimations de masse, l'âge de l'étoile varie de 12,2 à 13,7 milliards d'années. Il y a eu d'autres versions. 16 milliards, 14,46 milliards, 12 milliards d'années. La dernière estimation correspond à l'âge de l'univers. Et même la version de 13,7, 13,8 milliards peut être attribuée à une série d'erreurs. Comment les scientifiques déterminent-ils l'âge des étoiles? En général, deux paramètres sont essentiels ici, la composition et la luminosité absolue. Les étoiles qui se sont formées au début de la naissance de l'univers sont principalement composées d'hydrogène et d'hélium. Lorsque ces astres mouraient, d'autres éléments plus lourds apparaissaient, comme le fer. Autrement dit, plus une étoile est ancienne, plus sa concentration en hydrogène et en hélium est élevée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, ce sont précisément ces éléments qui composent Mathusalem. Cependant, cette méthode ne peut pas être considérée comme idéale. La concentration d'éléments lourds n'indique pas toujours que l'étoile est plus jeune. Par exemple, les éléments métalliques issus des premières supernovas étaient maintenant répartis de manière inégale. Actuellement, les scientifiques travaillent également sur d'autres méthodes, mais pour l'instant, leur efficacité et leur précision n'ont pas encore été entièrement prouvées. Nous revenons donc encore aux probabilités et incertitudes. La probabilité que l'âge de Mathusalem soit de 13,66 milliards d'années est de 70%. Il y a une probabilité de 20% que l'étoile soit plus jeune que l'univers, ainsi qu'une probabilité de 15% que l'âge de Mathusalem soit supérieur à 13,66 milliards d'années. Même si nous ne pouvons pas parvenir à un consensus, le fait que Mathusalem soit l'astre le plus ancien de l'univers connu est incontestable. Cela nous permet de mieux comprendre ce qu'est réellement l'univers, quels processus ont eu lieu au premier stade de sa formation et comment cela se reflète aujourd'hui dans les structures cosmiques. Peut-être devrions-nous cesser de regarder la chronologie du développement de l'univers et corriger les modèles cosmologiques actuels. Et c'est sans aucun doute une bonne chose, car cela nous permet de regarder objectivement notre réalité cosmique. Le télescope James Webb y joue un rôle important. Il aide également les scientifiques à en apprendre davantage sur la matière noire, sur la façon dont elle interagit avec les structures cosmiques et influence la formation de l'univers. James Webb étant devenu pour nous l'un des principaux guides vers l'univers qui devient de plus en plus compréhensible pour nous. Le télescope atteindra encore de nombreuses exoplanètes et des galaxies lointaines. Et vous, à votre avis, dans combien de temps recevrons-nous encore plus de nouvelles étonnantes de James Webb ? Donc, peu importe ce que nous pensons des réseaux neuronaux, il faut accepter le fait qu'ils nous ont déjà enveloppés partout, de l'intérieur comme de l'extérieur, s'installant non seulement dans notre boîte crânienne, mais aussi dans l'écran de votre réfrigérateur. Cependant, nous ne pensons pas au fait que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans tous les domaines de la vie sans exception, y compris pour la colonisation des exoplanètes. Quelle est la première planète qui vous vient à l'esprit ? Absolument, Mars. Imaginez, même pour aller là-bas, à condition que les astronautes attendent le moment où la distance entre les points A et B est la plus courte, il faudra au moins 6 mois de voyage. Vous pensez qu'en tout ce temps, l'équipage n'aura pas besoin de communiquer avec la Terre ? Bien sûr qu'ils en auront besoin et à plusieurs reprises.
Supposons qu'un problème survienne à bord, et dans les conditions d'un vol spatial, il peut y en avoir énormément. Pour transmettre un message à la Terre et attendre une réponse, surtout si la navette s'est éloignée assez loin, il faudra un certain temps. Et ce temps, les astronautes pourraient ne pas l'avoir. Que faire alors lorsqu'une solution toute prête au problème étant nécessaire, comme on dit pour hier? Il est évident que l'équipe d'astronautes est composée de personnes très expérimentées, l'élément est fiable, des professionnels dans leur domaine. Mais nous ne savons pas exactement quel type de situation problématique pourrait se présenter à eux. C'est là que l'intelligence artificielle viendra à la rescousse. Il suffit de saisir une demande concernant le problème survenu, et le réseau neuronal proposera instantanément non pas une, mais plusieurs solutions possibles. Une telle approche peut même sauver la vie de l'équipage. C'est du travail. Mais les astronautes ne se reposeront-ils jamais ? Bien sûr que si, car ils ne sont pas des robots sans âme, contrairement au réseau neuronal qui gère les processus à bord du vaisseau. L'intelligence artificielle pourra aussi aider pendant les loisirs, suggérer activités, jeux, films, livres et divertir par une conversation enrichissante. Depuis que les humains ont commencé à envisager la création de colonies autonomes au-delà de la Terre, des recherches ont été lancées non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan psychologique. Lors de longs voyages spatiaux, la psyché humaine subit des contraintes extrêmes. Rappelez-vous au moins la mutinerie sur la station orbitale Skylab en 1973, lorsque les cosmonautes, en signe de protestation, ont cessé de communiquer avec le centre de contrôle des vols pendant toute une journée. Ils n'ont rien fait de toute la journée, ils se sont simplement émerveillés devant les vues depuis les hublots. Imaginez si cela arrivait, par exemple, lors d'un voyage vers Mars. Pour de tels cas, un certain nombre d'outils seront intégrés au réseau neuronal afin qu'ils puissent jouer le rôle d'un psychologue professionnel. Il ne faut pas négliger cette fonction de l'intelligence artificielle, car on ignore les surcharges psychologiques possibles lors de longs voyages spatiaux. Les futurs astronautes n'ont actuellement aucun point de comparaison. Un séjour de courte durée sur la Station spatiale internationale ne compte pas. Peut-être qu'on peut ressentir quelque chose de vaguement similaire dans les stations polaires antarctiques, mais elles se trouvent tout de même sur Terre, et non à des millions de kilomètres, et encore moins à des centaines ou des milliers d'années-lumière de celle-ci. Cependant, un séjour en Antarctique apprend tout de même quelque chose. La nuit polaire sans fin et le froid infernal, qui empêche de sortir pendant des mois, créent des conditions qui se rapprochent un peu de celles auxquelles seront confrontés les équipages des vaisseaux spatiaux. Vous pensez que c'est le seul problème en dehors des pannes techniques et autres dysfonctionnements ? Pas du tout. Pendant le vol, les astronautes pourraient être confrontés à une forte diminution de leurs fonctions cognitives, voire à un véritable abrutissement. Pourquoi cela se produit-il et comment l'intelligence artificielle peut-elle aider à l'éviter ? La cause de ces états peut être un simple stress. Par exemple, une personne peut croire qu'il y a eu une fuite d'un composant dangereux à bord, ou bien un astronaute désorienté et perdu pourrait commencer à prendre des décisions inadéquates, mettant en danger la mission et la vie de ses collègues. Dans de tels cas, l'intelligence artificielle, qui surveille et analyse en permanence l'atmosphère du vaisseau et d'autres paramètres, pourra dissiper les illusions et les doutes grâce à des données concrètes. Le réseau neuronal ne faillira pas, contrairement à la psyché du cosmonaute, à sa vue ou à ses autres sens. Il effectuera correctement l'amarrage ou l'atterrissage, prendra la décision d'utiliser la capsule de sauvetage, détectera rapidement une panne et réparera ce qui est cassé, collectera les échantillons nécessaires et réalisera des opérations techniques de haute précision. Pensez-vous que l'intelligence artificielle sera utile sur l'exoplanète elle-même lorsque les astronautes y arriveront ? Absolument. Supposons que le voyage vers l'exoplanète soit terminé et que la navette ou le groupe de vaisseaux ait atterri avec succès à la surface de l'astre. Ici, le travail de l'intelligence artificielle devient indispensable, allant de la régulation des systèmes de maintien et de leur bon fonctionnement, jusqu'à l'analyse des conditions, des dangers potentiels et le calcul des scénarios possibles. Le réseau neuronal peut afficher les données nécessaires directement sur les lunettes de pilotage dont seront équipés les cosmonautes. De plus, l'intelligence artificielle entraînera quotidiennement le cerveau des membres de la mission,
en utilisant des combinaisons de neurogymnastique et d'autres exercices. Puisque le réseau neuronal est capable de générer de l'oxygène dans les conditions martiennes, de tels développements sont déjà en cours, et de synthétiser des ressources minérales, il est donc possible qu'il commence à explorer les exoplanètes sans intervention humaine. Que fera l'intelligence artificielle seule sur Mars ? Elle préparera des modules d'habitation, construira une usine à oxygène, organisera la production de nourriture et la culture de plantes dans des serres, et les humains rejoindront plus tard, comme on dit, quand tout sera prêt. Cela ressemble à une utopie, mais un iPhone moderne présenté à une personne du 19e siècle ou même du début du 20e siècle aurait aussi provoqué un véritable choc culturel. En quoi la révolution technologique des réseaux neuronaux peut-elle encore nous aider dans la conquête des exoplanètes, Manvezé ? Rien ne remplacera l'intelligence artificielle pour la conception d'un vaisseau générationnel. Ce gigantesque vaisseau, pour l'instant, de tels projets sont considérés comme hypothétiques et conçus pour permettre à des humains d'y vivre pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Autrement dit, plusieurs générations de terriens y naîtront, vieilliront et mourront. Ne serait-ce que pour que les nouvelles générations n'oublient pas la mission fixée, par exemple atteindre l'une des planètes du système Proxima du Centaure, il faudra une intelligence artificielle. De plus, les réseaux neuronaux seront capables d'éduquer efficacement les enfants nés à bord du vaisseau, de leur parler de la Terre et de l'héritage universel de l'humanité. Cela semble relever de la science-fiction, n'est-ce pas ? Mais ce n'est que pour l'instant. Il faut laisser du temps aux réseaux neuronaux et tout ce qui a été dit deviendra réalité. Nous avons oublié d'ajouter un point important. Et si la planète s'avère habitée ? Devinez qui sera le premier à trouver un langage commun avec les extraterrestres ? Ce ne sera pas comme ces traductions bancales de l'anglais vers le chinois. Bien sûr, en revenant au sujet du vaisseau générationnel, il faut reconnaître que tout n'est pas aussi simple qu'on le suppose. Nous avons survolé les grandes lignes, en abordant les aspects évidents sur lesquels l'intelligence artificielle peut avoir un impact. Mais il y a aussi le sérieux problème du vieillissement. Lors des expéditions à long terme, il vaudrait mieux que les humains vivent au moins 10 fois plus longtemps. Et il y a aussi des soucis avec la microgravité, car on ne sait pas quels enfants naîtront dans de telles conditions. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Revenons donc aux réseaux neuronaux, ainsi qu'à nos fidèles assistants dans la conquête des exoplanètes. Nous allons maintenant vous surprendre. Savez-vous ce que pense Elon Musk, principal défenseur des grands projets humains récents, de l'implication de l'intelligence artificielle dans la colonisation planétaire ? Il y est fermement opposé. Au lancement des préparatifs pour la colonisation de Mars, le milliardaire progressiste comptait sur l'intelligence artificielle, mais il a depuis changé d'avis. Les réseaux neuronaux se développent à une telle vitesse qu'Elon Musk craint qu'ils ne nuisent aux colons. Après tout, il y a déjà suffisamment de menaces, mutations, nouveaux virus, guerres possibles entre générations. Et en plus, il y aurait l'intelligence artificielle avec sa propre révolte des machines. Imaginez une autre option, peut-être un peu comique. Les réseaux neuronaux, grâce à l'impression 3D, créent dosant toute une ville sur Mars avec une industrie, des constructions gigantesques, l'extraction et le traitement des ressources minérales. Mais ensuite, ils bloquent délibérément la possibilité pour les humains de s'installer dans ce paradis technologique. Parce que pourquoi pas ? Et toi, Elon Musk ? C'est pourquoi l'intelligence artificielle peut non seulement planifier des vols de longue durée, calculer sans erreur les dangers potentiels, divertir les gens par des conversations, jouer le rôle d'enseignant pour les nouvelles générations de colons, analyser les conditions sur la planète, mais aussi soudainement se révolter. Dans ce sens, il est utile de lire l'œuvre d'Isaac Asimov. Mais le scénario fatal ne doit pas forcément se réaliser, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ne pas déjà intégrer dans la formule de la future colonisation de Mars et d'autres exoplanètes un paramètre tel que les réseaux neuronaux ? La fin du monde est toute proche. Vous ne pouvez conserver que 16 photos, qui resteront un rappel silencieux de la planète Terre. Quelles photos choisir alors ? Étonnamment, des scientifiques se sont déjà posé cette question en 1977, lorsqu'ils travaillaient sur le lancement des sondes spatiales Voyager. Ils ont décidé de fixer à chaque appareil des disques d'or spéciaux, dans lesquels étaient gravées sous forme de code des images, celles qui pouvaient raconter l'histoire de notre planète. Voyager accompagné de ces disques d'or s'est éloigné très loin de nous, continuant à s'enfoncer dans l'obscurité cosmique. Et il est tout à fait probable qu'un jour, ce sera la seule chose qui restera de l'humanité et de notre planète. Ça sonne sinistre, n'est-ce pas ?
L'espace ne nous attire pas seulement par des objets intéressants et mystérieux, il inspire aussi la peur. L'univers semble infini et nous ne savons pas ce qui se cache très très loin de nous. Lorsque la perspective des vols dans l'espace ouvert est devenue possible, les scientifiques ont sérieusement envisagé la théorie de la folie cosmique. Elle stipule que le fait de se trouver hors de la Terre, même à bord d'un vaisseau spatial, suscite une peur intense et détériore l'état psychologique, menant presque à la dépression et à la folie. L'expression folie cosmique n'est pas officielle, mais des troubles émotionnels chez les astronautes ont été documentés. Ce phénomène a été assez souvent abordé dans la culture populaire, par exemple dans le jeu Outer Wilds, dans le film Solaris d'Andrei Tarkovsky, ou encore dans 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Dans ces œuvres, on peut pleinement ressentir la solitude menaçante de l'espace et sa force destructrice. Par exemple, chez Douglas Trumbull dans le film Silent Running et chez Claire Denis dans dans La vie mondaine, dans une autre traduction haute société, on retrouve le trope suivant, la trajectoire invariable du vaisseau. L'engin spatial ne change pas de cap et se trouve sur une trajectoire irréversible vers l'autodestruction. Les plantes jouent un rôle particulier dans ces deux films. Dans La vie mondaine, elles sont synonymes de survie, la seule source de nourriture pour le protagoniste. Dans Silent Running, les plantes, ou plutôt quelques spécimens du monde végétal, sont tout ce qui reste de la planète Terre. Un aspect important de nombreux films de ce genre réside dans les souvenirs des protagonistes de leur vie passée, ce qui accentue le sentiment de désespoir. Dans Betudi Beshan, La vie mondaine, des souvenirs d'enfance ressurgissent dans la mémoire du héros de façon chaotique, mais dans le jeu Under à Star Cold Sun, les souvenirs se manifestent différemment. Pour le protagoniste, ils deviennent un véritable piège. Il en arrive à voir des éléments du vaisseau spatial se transformer sous ses yeux en rue familière. C'est une véritable folie. Revenons au disque d'or des Voyager. Outre des photographies, ils contiennent également de la musique. Parmi celles-ci, on trouve la mélodie Puspa Warna, une composition d'un orchestre traditionnel indonésien. Le mot Puspa Warna signifie « sorte de fleur » en javanais. Il y a quelque chose de magique, de charmant dans cette composition, mais en même temps, on y perçoit des notes subtiles d'inquiétude. C'est tellement semblable à l'espace ouvert. Il inspire d'abord l'émerveillement, puis l'inquiétude. La mélodie transmet aussi nos émotions face à la mission voyager. Au début, nous avons ressenti un véritable enthousiasme, puis de l'anxiété, car la sonde spatiale est entourée de vide depuis si longtemps. Tout cela parce que, dans l'espace interstellaire, les objets sont séparés par d'immenses distances, mesurées en années-lumière. Nous pensons que l'espace ressemble à cela, mais en réalité, il est comme ceci. Dans l'espace, quand tout bouge, planètes, satellites, étoiles. Pourtant, c'est pour nous un lieu d'un calme glacial et d'une grande solitude. Si quelqu'un décidait d'organiser une bataille dans l'espace, elle se déroulerait dans un silence sinistre. Pas d'explosion, pas de cris de victoire. Pour nous orienter dans cette obscurité totale, nous avons commencé à utiliser les ondes radio. C'est précisément grâce à elles que nous envoyons des signaux dans l'espace, dans l'espoir qu'une civilisation extraterrestre les reçoive un jour. Malheureusement, la plupart de nos signaux disparaîtront tout simplement dans le néant. Les disques d'or des sondes. Voyager sont à la fois des capsules temporelles et de précieuses sources d'informations sur la Terre pour d'éventuelles civilisations extraterrestres. Ils offrent un moyen fiable et durable de transmettre des informations. Qu'est-ce que les extraterrestres pourraient apprendre de cela ? En plus des images et de la musique, ils recevraient aussi des enregistrements des sons terrestres, des salutations du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en plusieurs langues, le bruit des océans, ainsi que ceux d'animaux et d'oiseaux. Par exemple, il existe un enregistrement des cris de chimpanzés. À quoi penseraient un tel extraterrestre en déchiffrant tout cela ? Nous comprendraient-ils correctement ? S'ils percevaient en cela comme nous le souhaiterions, entreprendraient-ils un voyage vers la Terre ? Et s'ils savent que nous existons, mais choisissent de rester silencieux pour une raison ? Il convient ici d'évoquer la célèbre hypothèse de la forêt sombre, apparue pour la première fois dans l'œuvre de l'écrivain de science-fiction chinois Liu Cixin. C'est une théorie qui répond en quelque sorte à la question de savoir pourquoi nous ne devrions pas consciemment chercher une civilisation extraterrestre.
La science-fiction a souvent abordé ce sujet en réfléchissant à la question de savoir s'il faut chercher à entrer en contact avec des formes de vie extraterrestres. Dans certaines œuvres de la culture populaire, des extraterrestres aux intentions manifestement hostiles sont venus sur notre planète, essayant de la conquérir ou pire encore de la détruire. Cependant, c'est bien sûr l'inconnu qui suscite la plus grande peur. Et si le mal se cachait quelque part au loin, et que nous ignorions la menace qui pèse sur nous? Après les extraterrestres vient la menace de l'isolement. Et si nous étions complètement seuls dans les profondeurs infinies de l'espace? Le scénariste du film 2001, l'Odyssée de l'espace, Arthur Clarke, a dit un jour « Il n'y a que deux possibilités. Soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous ne le sommes pas. » Les deux options sont tout aussi terrifiantes. Si l'on y réfléchit, la Terre restait l'endroit le plus sûr pour nous. Jupiter sert de barrière contre les astéroïdes grâce à ses forces gravitationnelles et le vent solaire nous protège des radiations interstellaires. Étonnamment, les autres planètes du système solaire sont en réalité des catastrophes naturelles constantes. La célèbre grande tache rouge de Jupiter est une tempête extrêmement puissante, dont la taille dépasse celle de notre planète. Sur Vénéra, un homme brûlerait instantanément. Sur Mars, son sang bouillirait à cause de l'atmosphère très raréfiée. En face, il y a Urane et Neptune, où la température atteint plusieurs centaines de degrés sous zéro. Bien sûr, il existe des milliers d'exoplanètes au-delà du système solaire. Nous recherchons des mondes semblables à la Terre, mais nous n'avons toujours pas trouvé de traces d'organismes vivants extraterrestres. Nous savons si peu sur l'origine de la vie à cette échelle qu'il est possible que les organismes vivants ne soient pas censés apparaître ailleurs et que nos recherches soient vaines. Nous devons encore répondre à cette question. L'espace n'a pas toujours été une source de peur. Dans de nombreuses cultures anciennes, il était représenté comme une voûte étoilée recouvrant la Terre. Avec le temps, notre conception de l'espace n'a cessé de grandir, mais on parlait très peu de l'obscurité infinie. À l'époque, dès longtemps, les scientifiques pensaient en face dès qu'une civilisation extraterrestre serait découverte sur une planète. Aux yeux de nos prédécesseurs, la science spatiale et la vision de son avenir étaient assez naïves. Dans les anciennes œuvres, on atteignait parfois la Lune grâce à des oiseaux ou une catapulte. On peut vraiment qualifier de folle la mission du vaisseau spatial Soyouz 21 en 1976. L'équipage devait rester à la station spatiale Salyut 5 pendant 60 jours, mais après seulement quelques jours, l'équipage a signalé que la station était envahie par une forte odeur toxique. La mission a dû être reportée à cause de cela. Cependant, lorsque l'équipage de réserve est arrivé à la station, il n'y avait aucune odeur. Il est tout à fait possible qu'il ne se soit agi que d'une hallucination collective provoquée par le fait de se trouver dans un espace confiné. Cependant, nous ne nous sentons pas toujours en sécurité, même sur Terre. C'était en 1816. À cette époque, les gens craignaient sérieusement que le soleil s'éteigne. Les télescopes avaient alors découvert des taches solaires et on avait également constaté une baisse de la température sur Terre. Cet événement a été appelé l'année sans été. Tout cela a entraîné une augmentation des chutes de neige dans l'hémisphère nord. Bien sûr, cela a fait beaucoup de bruit, mais comme vous pouvez l'imaginer, tout s'est bien terminé. Il s'est avéré plus tard que les taches solaires n'étaient pas liées aux chutes de neige. La faute revenait à l'éruption du stratovolcan Tambora. Le cosmos, à la fois magnifique et terrifiant. Toute notre civilisation n'est qu'un grain de poussière dans cette tranquille infinité. Nous ne savons pas ce qui nous attend, où nous allons, ni ce qui nous guette là-bas, au loin. Voyez-vous sous Slick? Regardez bien. Si vous ne le voyez pas, cela ne signifie pas qu'il n'est pas là. Cette phrase du film culte DMB, devenue expression populaire, illustre bien nos idées sur les extraterrestres. Fait intéressant, ils ne sont pas aperçus uniquement par des marginaux en état d'ivresse. Même les puissants de ce monde s'expriment de manière assez explicite sur ce sujet, par exemple Barack Obama, ancien président des États-Unis d'Amérique. Qu'a-t-il dit exactement à ce sujet ? Barack Obama, lors d'une interview pour l'émission télévisée The Late Show avec James Corden, a confirmé que les militaires de l'armée des États-Unis avaient vu à plusieurs reprises des objets volants non identifiés de leurs propres yeux et avaient été stupéfaits par la complexité des manœuvres effectuées par ces objets volants non identifiés. En tout cas, dans l'arsenal de l'une des plus grandes puissances mondiales, il n'existe rien de tel. Selon Obama, il est absolument incompréhensible du point de vue de la physique comment de tels déplacements sont possibles.
Il convient d'ajouter que personne n'a même évoqué la présence d'extraterrestres à bord de leurs vaisseaux spatiaux. Les services de renseignement et agences spéciales s'inquiètent de ces technologies chez d'autres puissances. Barack Obama et la direction de son camp regardent avec scepticisme et humour les théories du complot et la croyance aux petits hommes verts. Mais de quel incident précis l'ancien président discutait-il avec le célèbre journaliste ? En fait, en 2019, des vidéos et des photos sont apparues, montrant des scènes où des navires de guerre américains étaient poursuivis par des objets non identifiés dans le ciel. L'incident a eu lieu au large de la Californie. Dans l'interview, Obama a évoqué son intérêt pour ce sujet, précisant qu'il s'y est penché dès son arrivée au pouvoir. C'est pourquoi, selon ses propres mots, le président a directement demandé à ses collègues du département concerné s'il existait sur le territoire du pays des laboratoires ou des bases secrètes, comme la zone 51 où seraient conservés certains artefacts témoignant d'une intervention extraterrestre dans les affaires terrestres. Devant la caméra, M. Obama a déclaré qu'en réponse à cette question directe, on lui avait assuré que les autorités ne soutiennent pas, ne financent pas de telles choses et, bien entendu, ne cachent rien au public. D'ailleurs, Sean Cahill, officier à la retraite de la marine américaine, affirmait également que des objets volants non identifiés sillonnent activement le ciel terrestre. Et ces objets volants non identifiés qui ont été observés en 2019, selon ses estimations, dépassant nos technologies d'environ 1000 ans. C'est une affirmation forte, étant donné que nous n'avons aucune autre preuve à part la vidéo. Nous ignorons la technologie en question, et des conclusions scientifiques ne sont possibles qu'avec tous les détails techniques. Sinon, une personne qui affirme le contraire et prouve l'existence des extraterrestres sur la base de quelques vidéos impressionnantes devient un adepte typique de la pseudoscience. En plus de ses autres qualités, Obama maîtrise l'humour noir. Dans l'une des interviews accordées à Michael Smercani, Obama est allé encore plus loin dans ses propos. Lorsqu'on lui a demandé s'il connaissait le livre des secrets, censé exister dans les coffres du gouvernement américain, le président a plaisanté de façon sinistre. « C'est déjà chez les roulettes boxants par hasard. Si je vous le dis, je devrais vous tuer. » Qu'est-ce que ce livre des secrets ? En bref, on raconte qu'au Pentagone ou dans certains autres départements, dans les plus hautes sphères du pouvoir des États-Unis, il existerait un certain volume où seraient rassemblés tous les secrets de l'État. Il paraîtrait que, depuis 1947, les événements les plus marquants et les mieux gardés y seraient consignés. Et le premier d'entre eux serait la catastrophe survenue au Nouveau-Mexique avec un vaisseau extraterrestre. Beaucoup d'amateurs de mystère sont convaincus que les corps de ces petits hommes verts sont encore conservés quelque part dans les sous-sols du gouvernement. Et au-dessus de la zone 51 dans le désert du Nevada, des engins d'origine extraterrestre voleraient régulièrement, découverts et secrètement testés par le gouvernement américain. Le journaliste a donc demandé au premier homme du pays si tout cela était vrai ou s'il ne s'agissait que de simples ragots. Mais il a reçu une réponse étrange, qui n'a fait qu'exacerber l'état déjà fébrile de nombreux amateurs de théories du complot. Mais comme nous le comprenons, ils n'ont même pas besoin de prétexte. Et que pensent d'autres personnalités connues, y compris des présidents, de ce sujet délicat ? En effet, il est impossible de convaincre le citoyen lambda que les gouvernements mondiaux ne cachent rien. La croyance dans les complots et les théories conspirationnistes a depuis longtemps dépassé le degré de dévotion à toutes les religions réunies. Ainsi, il arrive que les leaders d'opinion glissent parfois une brève information sur les extraterrestres ou des événements liés. Selon les explications du paradoxe de Fermi qui répondent à la question « Où sont-ils tous ?», plusieurs hypothèses expliquent pourquoi personne ne nous a encore contactés, du moins pas de façon évidente. Cela pourrait être dû à des extinctions périodiques qui empêchent les espèces de se développer, à l'absence de vie en dehors de la Terre ou à l'absence de formes de vie intelligentes capables de créer un émetteur ou une navette spatiale. Il pourrait également exister une limite hypothétique qui, à un certain stade, conduit à l'autodestruction d'une civilisation. Mais alors comment expliquer les vidéos et les photographies où l'on voit des choses assez étranges, des déplacements brusques et rapides d'objets inconnus qui ne ressemblent pas à ceux de la Terre ? Et qu'en disent réellement les dirigeants mondiaux à propos de ce problème ? Commençons par Winston Churchill, qui a écrit à son époque un article intitulé « Sommes-nous seuls dans l'univers ?» Ce célèbre homme politique invoquait le principe de Copernic, affirmant que la vie sur Terre ne peut être unique ni isolée, vu l'immensité de l'univers. Et Churchill en a parlé à plusieurs reprises en public. Quant à Hillary Clinton, elle est allée encore plus loin,
Lors de sa campagne électorale, elle a juré devant l'électorat qu'elle déclassifierait tous les documents concernant ce sujet sensible. Le mari de cette femme célèbre n'était pas non plus étranger à ce débat. Lors d'une interview avec Jimmy Kimmel, Bill Clinton a affirmé être presque certain que des extraterrestres avaient tenté de visiter la Terre à plusieurs reprises. Et Ronald Reagan a même déclaré depuis la tribune qu'une invasion extraterrestre devrait encore plus unir l'humanité. L'humanité peut déjà s'autodétruire seule. Les grands leaders d'opinion publique ne sont hélas pas à l'abri d'une mauvaise éducation, d'un esprit étroit ou d'un besoin de réponse simple à des questions complexes. Mais dans l'ensemble, les chefs d'État sont très prudents dans leurs suppositions. Après tout, ils sont le porte-voix de l'époque, et chaque mot de ces personnes a un poids énorme. Quant aux scientifiques, ils ne sont pas aussi modestes. Ils avancent toutes sortes d'hypothèses et de variantes. Par exemple, le cosmologiste britannique Martin Rees pense que toutes les visites d'extraterrestres sont imaginaires, mais cela ne signifie pas que l'intelligence extraterrestre n'existe pas. Selon le scientifique, il existe. Mais il n'est pas occupé à observer notre agitation insignifiante. Il s'occupe de choses bien plus sérieuses. Il réfléchit à l'univers. Et cela demande énormément de temps et une intelligence hors du commun. Il se soucie de nous, autant que nous des fourmis. L'astrologue du projet Search for Extraterrestrial Intelligence, Seth Shostak, utilise également une analogie similaire, mais sous un autre angle. Il rappelle que les mouches des fruits ou les coléoptères ne soupçonnent même pas notre existence, bien que nous vivions avec eux sur la même planète et que nous puissions même partager le même espace. Peut-être que cette analogie est vexante pour l'humanité, mais elle n'est pas dénuée de sens. Et si les extraterrestres vivaient près de nous, mais qu'il fallait savoir à quoi ils ressemblent pour s'en rendre compte? Ici, il ne s'agit pas du thème rebattu de la science-fiction sur les extraterrestres qui se déguisent en humains, mais des nombreuses théories sur les réalités parallèles et les plans alternatifs de l'espace-temps. C'est de la physique quantique, c'est compliqué. Mais le slogan « Les extraterrestres sont parmi nous » est simple, compréhensible et extrêmement impressionnant. Revenons un instant aux déclarations des personnalités publiques et des organisations. Y a-t-il eu récemment des faits sur la reconnaissance de visites périodiques d'extraterrestres sur Terre ? À l'été 2021, pendant la présidence de Donald Trump, le gouvernement américain a finalement décidé de publier un rapport sur les objets volants non identifiés où il a révélé certaines informations secrètes ou présentées comme telles, a dissipé un certain nombre de mythes et a également partiellement reconnu le fait de visites extraterrestres sur Terre. Depuis 2004, les organisations compétentes des États-Unis ont enregistré 144 déclarations attribuées à une origine extraterrestre. Cela signifie-t-il que les gens ont vu de tels événements extraordinaires de leurs propres yeux ? Ce n'est loin d'être le cas dans toutes les situations. Seulement 11 fois, les pilotes militaires américains ont été confrontés à des objets volants non identifiés. D'ailleurs, ces derniers avaient des apparences très différentes, pas forcément sous la forme des fameuses soucoupes. Il pouvait s'agir de lumière, de traînées, de points ou de feux d'artifice. Les autres cas ont été enregistrés comme des informations provenant de différents instruments. Le gouvernement américain a-t-il vraiment reconnu aussi fermement et sans compromis que nous sommes régulièrement visités par des extraterrestres ? Pas tout à fait. Après ces déclarations audacieuses, il a fait marche arrière et a affirmé que peut-être les témoins ou les spécialistes travaillant avec les capteurs avaient un tout mal interprété. C'est pourquoi ils n'ont pas pu donner de réponse définitive. Et encore cette incertitude. Voilà comment tout cela s'est terminé. Les représentants du gouvernement américain ont exprimé l'espoir qu'ils obtiendraient dans bientôt des preuves irréfutables, mais même à ce stade, ils s'engagent à prendre les informations sur les extraterrestres beaucoup plus au sérieux qu'auparavant. De plus, ils ont déclaré que les objets volants non identifiés représentent une menace directe pour la sécurité nationale du pays. Encore une fois, des images d'extraterrestres armés surgissent en tête. Mais il s'agit ici du fait que, pour tout service de renseignement, des technologies inconnues et supérieures descendent représentent une menace. Stephen Hawking, l'un des plus grands esprits scientifiques de notre époque, l'affirme. Cela c'est difficile à contester. En théorisant, il mettait fortement en garde l'humanité contre toute rencontre avec des extraterrestres. Il ne faudrait même pas chercher un tel contact afin de ne pas nuire à notre propre civilisation. Contre quoi cet astrophysicien, cloué dans un fauteuil roulant pendant de nombreuses années, mettait-il en garde les gens ? Stephen Hawking pensait que, pour une civilisation plus avancée, nous ne pourrions servir que de source de ressources, et que les terriens et leur planète n'auraient en tout simplement
aucun autre intérêt pour elle. Il a exprimé tout cela dans une série documentaire télévisée diffusée sur Discovery Channel. C'est là que Hawking a utilisé un exemple d'une ironie remarquable. L'arrivée de Christophe Colomb en Amérique et par la suite l'asservissement des Indiens. Il y aura toujours des gens qui veulent croire en quelque chose de plus grand que ce que la science moderne peut offrir, pour l'instant. La croyance en la magie, les miracles, les forces supérieures a toujours accompagné la civilisation humaine. Il n'y a rien de mal à vouloir croire en des voisins bienveillants ou pas tellement dans l'univers. Au final, il est tout à fait possible que nous rencontrions ces voisins. Le télescope James Webb est un sujet fréquent de discussion sur notre chaîne. Il ne vous a jamais déçu et continue toujours de vous étonner. L'une de ses réalisations importantes est l'image détaillée de 19 galaxies spirales proches. Quelles connaissances pouvons-nous tirer de ces images ? Cela nous aidera-t-il à mieux comprendre la nature des galaxies de spirales, qui sont le type d'objet le plus répandu dans l'univers ? Dans cette vidéo, nous comparerons les images de James Webb à celles de Hubble. Ce sont les télescopes les plus performants de toute l'histoire de la science spatiale. Notre compréhension de l'univers serait bien plus pauvre et limitée sans eux. Cependant, chaque appareil a ses forces et ses faiblesses. Chaque télescope met l'accent sur des détails différents. C'est pourquoi il sera instructif pour nous de comparer les images des mêmes objets prises à la fois par James Webb et par Hubble. Voici la galaxie New General Catalogue 1365. C'est une galaxie spirale située à 75 millions d'années-lumière de notre planète. Commençons par examiner l'image prise par Hubble. Elle a été réalisée en lumière visible. Remarquez que la poussière bloque la lumière des étoiles. Nous voyons clairement des bandes sombres qui masquent les régions internes de la galaxie. On peut également distinguer ici les soi-disant régions de formation d'étoiles, où de nouveaux astres se forment à partir de la poussière et des gaz. Ce sont ces zones lumineuses. Les petites étoiles froides apparaissent en rouge et en jaune sur l'image. Les étoiles les plus massives et les plus chaudes sont de couleur bleue. Passons maintenant à l'image de cette même galaxie prise par James Webb, mais cette fois dans le proche infrarouge. Ici, nous voyons une plus grande variété de couleurs. Les bleus représentent les étoiles les plus jeunes, les rouges sont les plus froides et les plus anciennes, et les étoiles jaunes ont des caractéristiques intermédiaires. Faites attention aux zones vertes. Il s'agit de poussières contenant de nombreux éléments différents, dont le carbone et le silicium. Pourquoi brille-t-elle ? En fait, la poussière absorbe la lumière des étoiles, aussi bien dans l'ultraviolet que dans le spectre visible. C'est pourquoi la poussière est si bien visible sur l'image de James Webb. Qu'avons-nous au final ? Une même galaxie apparaît différemment sur les images de différents télescopes. Par exemple, sur l'image de James Webb, on voit la poussière et un plus grand nombre d'étoiles faibles. Sur l'image de Hubble, ces zones sont moins prononcées. Chaque image a sa propre valeur, chacune apporte des informations utiles. Pour se faire une idée complète de la galaxie, il est nécessaire d'examiner ces données de manière globale, ensemble. Selon ce principe, on peut comparer les images des 18 autres galaxies également. Les images d'un an de James Webb sont uniques. Elles ne ressemblent pas seulement à celles de Hubble, mais aussi à celles d'autres instruments de recherche. Sur les images de Webb, nous voyons des détails qui n'apparaissent pas sur d'autres images. Cela nous donne plus de possibilités pour étudier les galaxies spirales. L'une des caractéristiques uniques sur les images de James Webb, ce sont les zones de vide qui ressemblent à des bulles. La poussière et les gaz se gonflent sous l'effet du rayonnement des étoiles massives et des supernovas, ainsi que sous l'effet des vents stellaires. De telles zones peuvent comprimer la poussière et les gaz, influençant ainsi la formation des étoiles. Et bien sûr, James Webb nous présente les amas d'étoiles sous un nouveau jour. Sur les images mentionnées, ils apparaissent parfois brillants, parfois plus ternes. Tout dépend de l'âge des étoiles. Les amas d'étoiles sont visibles dans des régions variées, que ce soit dans le halo ou les bras. Ces structures peuvent nous aider à mieux comprendre l'histoire de la formation de la galaxie. Sur les images de Webb, on peut également remarquer des régions allongées, principalement composées de poussière et de gaz. Elles relient généralement entre elles les fragments de la galaxie spirale. C'est aussi une sorte de canal qui peut transporter de l'énergie. Cela influence à son tour les propriétés cinématiques des galaxies.
Et bien sûr, même les trous noirs n'échapperont pas à l'œil omniscient de James Webb. Ce sont des structures à la gravité extrême, avec une masse des milliards de fois supérieure à celle du Soleil. Elles se trouvent au centre de nombreuses galaxies. Par exemple, dans la New General Catalogue 1365 que nous avons déjà examiné, un trou noir est situé exactement en son centre. Les trous noirs, encore une fois, grâce à leur gravité, attirent la poussière et le gaz, ce qui influence également la formation et le cycle de vie des galaxies. Sur les images du télescope, ils apparaissent en temps sous forme de taches qui peuvent être aussi bien sombres que lumineuses. Il convient de noter que l'image des galaxies prise par James Webb est utilisée dans un projet très important, dont le nom peut être littéralement traduit par « physique à haute résolution angulaire dans les galaxies proches », mais on utilise plus souvent l'abréviation physique à haute résolution angulaire dans les galaxies proches. Ce projet vise à étudier les galaxies spirales et leur évolution grâce aux données de divers télescopes observant plusieurs longueurs d'onde. Des scientifiques de 30 organisations scientifiques du monde entier participent à ce travail. Sur le site FANGS, vous pouvez trouver des données provenant de 4 télescopes des principaux. Ce sont ceux que nous connaissons, James Webb et Hubble, ainsi que Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, le grand réseau millimétrique d'Atacama et le Très Grand Télescope, le Très Grand Télescope. Ce dernier utilise pour l'observation les gammes proches, optiques moyennes et infrarouges. Grâce à lui, nous pouvons observer comment les étoiles se déplacent et à quelle vitesse. Atacama Large Millimeter Submillimeter Array nous permet de voir la poussière des galaxies et le gaz froid en utilisant la gamme submillimétrique. Hubble, comme vous le savez déjà, montre les étoiles brillantes dans le visible et le proche ultraviolet. Et James Webb, en utilisant les gammes infrarouges moyens et proches, nous permet d'observer la poussière galactique. Un tel volume de données, provenant de différents appareils, nous offre plus de possibilités pour la recherche et permet de former une vision aussi objective que possible des galaxies. L'espace est un endroit fascinant. Il est incroyablement intéressant d'observer à quel point il peut être différent et contradictoire. Pour chaque télescope, il se révèle d'une manière nouvelle. Et la tâche de la communauté scientifique est de rassembler toutes ces connaissances éparses et de les unir en une fresque épique de l'univers. Avez-vous déjà entendu parler du projet physique à haute résolution angulaire dans les galaxies proches ? Pensez-vous que ce projet aidera la science moderne de l'espace ?